Alors, au début de la parashat Chaye Sarah, c'est marqué Vayu Chaye Sarah, Me'ashana, Ve'eskim Shana, ou Sheva Shanim, Shene Chaye Sarah. Donc, quelles furent les années de Sarah? 100 ans, et 20 ans, et 7 ans. Bon, tout le monde sait, le Rashi il explique. Pourquoi est-ce qu'on a décomposé? Pourquoi on n'a pas dit directement 127 ans? Ouais. Alors, il donne une explication par rapport aux 100 ans, par rapport aux 20 ans, et par rapport aux 7 ans. Mais, il y a aussi une autre question. C'est pourquoi c'est marqué Vayu Chayesha, Chayesara. Elles furent les années de Sarah. Et à la fin, on redit Shene Chayesara, les années de la vie de Sarah. C'est bizarre, ça sert à rien. On l'a dit une fois, c'est pas la peine de dire deux fois. On aurait dit directement Vayu Chayesara, Me'ashana, Ve'eskim Shana, Ve'sheva Shanim. À quoi ça sert de redire Shene Chayesara? D'accord? Alors Rachid il explique. Il dit Shene Chayesara, il dit Kulan Shavin Letova. Kulan, Shavin, elles sont toutes équivalentes, les Tova, pour le bien. Non, on a expliqué déjà 1 million de fois, ici à l'Yeshiva, que quand c'est écrit Tov dans la Torah, ça ne veut pas dire bon. Tov, ça veut dire complet. D'accord? Comme juste avant dans la parashat Lech Lecha, quand Hachem il a dit à Avram Lech Lecha, Rachid a dit les Anaatecha, les Tova Techa. Lecha, c'est quoi Lecha? C'est pour toi. Donc, c'est Le'anatecha, c'est pour ton profit. Les Tovatecha, pour ton bien. Et là-bas, on avait expliqué, Tovatecha, là-bas, ça veut dire, puisque Tov, ça veut dire complet. Donc, les Tovatecha, ça veut dire les Ashlamatecha. C'est pour te compléter. Alors, quand on met en parallèle ces deux Rashi, le Rashi de là-bas, qui explique que Tovatecha, ça veut dire te compléter, et que ici, c'est marqué Shene Chaye Sarah, Kulan Shavin, les Tova, que toutes elles sont pour le Tov, ça veut dire toutes elles sont pour compléter. C'est très 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 important. Deuxièmement, pourquoi on dit Chaye Sarah, Chaye, Shene Chaye, ouais, les années de vie, mais c'est au pluriel. Même le mot Chaim, pourquoi il est au pluriel? Vivant, c'est au singulier. Ouais, vie, c'est au singulier. Chaim, c'est au pluriel. Donc en vérité, il y a une lecture, bon, qui n'engage que moi, et au pire j'ai raison, c'est que Chaim, en vérité, c'est au pluriel, parce que la vie, elle est plurielle. C'est qu'on croit qu'on vit une vie. D'accord? En vérité, c'est faux. On vit plusieurs vies. À part le fait que la vie d'enfant, la vie d'adolescent, et la vie d'adulte, et la vie d'homme, et la vie de père, et la vie de grand-père, c'est encore plusieurs vies. D'accord? Et la vie de religieux et de non-religieux, et la vie de rachat, et la vie de tzaddik, et la vie du jour, et la vie de la nuit. En vérité, on vit des milliers de vies. Ouais. Pourquoi? Parce que nous, on regarde la vie. C'est la vie. En vérité, c'est faux. En vérité, chaque jour, c'est une autre vie. Peut-être chaque seconde, c'est une autre vie. Parce que pourquoi on est vivant? On est vivant parce qu'on a une neshama. Et que la neshama à l'intérieur de nous, elle nous donne la vie. Maintenant, on a expliqué déjà que neshama et neshima, c'est les mêmes lettres. D'accord? Et neshima, c'est quoi? C'est la respiration. Et que le signe de la vie, c'est la respiration. C'est pour ça que la Gemara dit que la vie, elle vient par le souffle et elle repart par le souffle. Pourquoi on fait pleurer un bébé quand il naît? Pour vérifier qu'il respire. Comment quelqu'un meurt? Le dernier souffle. Donc en vérité, la vie, c'est une série de souffles. Maintenant, si on dit que la vie, c'est une série de souffles, c'est-à-dire que l'unité de mesure de la vie, c'est le souffle. Nous, on dit le temps. En vérité, c'est une aberration, parce que nous, en vérité, on n'est pas directement concerné par le temps. Le temps, entre guillemets, il est extérieur à nous, et nous, on est dans le temps. Par contre, la respiration, elle est à nous. C'est pour ça que le Gaon de Vilna, il dit qu'en vérité, le nombre de souffles qu'on aura dans la vie, il est compté. Maintenant, si on dit que l'unité de vie, c'est le souffle, d'accord? Et que tout fonctionne par rapport au souffle, alors c'est très intéressant, parce que le souffle, par exemple, il crée la parole, et la parole, elle crée la voix, ouais, et qu'en vérité, quand la Gemara dit Adam le Ramal Yulad, l'homme a été créé pour faire des efforts, et à la conclusion de la Gemara, c'est quoi? C'est Ramal Sicha. Ramal Sicha, c'est quoi? C'est l'effort que tu vas faire à parler. Alors la Gemara dit, bon, puisque l'homme il a été créé pour parler, parce que c'est ça le but, alors autant qu'il parle de la Torah. C'est très, très bizarre cette Gemara. Ouais, au lieu de dire, tu sais, la Chashivut du Talmud Torah, elle dit, bon, mais si déjà tu parles, au moins parle de la Torah. C'est bizarre. Ouais. Tu peux parler d'autre chose, mais si déjà tu parle de la Torah. Maintenant, si on dit que
que chaque souffle, en vérité, c'est l'unité de mesure de la vie. C'est pour ça qu'on dit Kol Haneshama Te Alelia. Alors, Kol Haneshama Te Alelia, normalement on traduit toute Neshama, te louera, c'est-à-dire tous les êtres vivants vont te louer. Ou alors on dit Kol Haneshama, ça veut dire que chaque souffle de l'homme, il doit servir à louer Hachem. La même personne elle-même, chaque souffle. Alors quand on dit que le nombre de souffles il est compté, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un certain nombre de fois à respirer. Quand la personne elle va finir son temps, entre guillemets, son nombre de respirations, elle va mourir. Ouais. Il y a une logique là-dedans que les gens qui vivent plus intensément, ils vont peut-être vivre moins longtemps. Parce qu'ils ont respiré plus. Oui, il y a une logique. Maintenant l'idée c'est quoi? C'est que puisque le son, il est porteur de la voix, et que la voix, elle doit être consacrée à la Torah, ça veut dire que normalement, chaque respiration devait être consacrée à la Torah. Vous avez suivi le raisonnement ou... C'est transitif, c'est facile, d'accord? Donc cette logique-là, et que cette respiration de Torah, en vérité, c'est elle, ça va s'appeler les Tova. Pourquoi? Parce que Tov, on a dit que ça veut dire complet. Maintenant, chacun, toute sa vie, il essaye de faire quelque chose de complet. Il essaye. Parce que le Maharal de Prague, là-bas, dans la Mishnah de Pirkei Avot, sur Lev Tov, il dit que celui qui a Lev Tov, encore une fois, Tov, ça veut dire complet, il ne supporte pas le gaspillage, ouais, et il aime les choses qui sont entières et qui sont complètes. C'est comme je sais pas moi, par exemple, tu ne supportes pas le désordre, alors tu ranges, d'accord? Tu vas aux toilettes, tu vois le rouleau de papier par terre, tu le ramasses. Pourquoi tu vas le ramasser? Pourquoi il y en a un, il pense à le ramasser, et l'autre, il ne le ramasse pas? Pourquoi? Ouais. Ou il sait que demain, il doit prendre le chéquier, il le prend tout de suite. L'autre, il dit, bon, je le prendrai demain. Il l'oublie, il le rate. Après, il arrive à la banque, il n'a pas le truc. Si vous n'avez pas le chéquier, il faut revenir demain. Le lendemain, il oublie, ça prend 3 semaines. Pourquoi? Parce que il a vu, il a pris. Parce que quelqu'un, il aime le complet, et quelqu'un, il n'aime pas le gaspillage. Et le gaspillage, c'est le contraire du complet. Pourquoi? Parce que chaque situation, c'est une opportunité. Donc, quand moi, je vais la compléter, donc elle sera complète. Maintenant, une heure complète, ouais, puisque Tov, ça veut dire complet, une heure complète s'appelle Sharatova. Vous me suivez ou... D'accord. Maintenant, quand dans cet acte-là, l'acte, je le fais de manière complète, s'appelle Maaseh Tov, Maasim Tovim. Maintenant, quand moi, je me rends complet grâce à cet acte-là, s'appelle Adam Tov. Il faut tout retraduire. Parce que un Yesod, comment on sait qu'il est émettre? Parce qu'il marche partout. S'il marche pas partout, c'est du bricolage, c'est sympathique, ça fait plaisir. Ouais, mais il est pas entier. Donc maintenant, si on dit que Tov, ici, ça veut dire complet, et que les années, c'est pluriel, et que chaque seconde, en fin de compte, c'est l'unité de l'année, chaque respiration, c'est l'unité de l'année. Donc quand c'est marqué Kulan, Shavin, Letova, les années de Sarah étaient toutes équivalentes en Tov. Ça veut dire que chaque respiration a été optimisée au maximum. Maintenant, la manière optimale d'optimiser une seconde, parce que tu dis, je peux travailler, je peux bronzer, je peux prendre de l'ambiance, je peux gagner de l'argent. Ouais, la meilleure manière d'optimiser, c'est la mitzvah. Je ne dis pas ça parce que je suis rabbin, mais... Pourquoi c'est comme ça? Si on est Mahamine, si on n'est pas Mahamine, c'est sûr, il vaut mieux habiter un étage élevé. Mais si on est Mahamine, ouais, et qu'on va regarder un petit peu la vie, d'accord? Tu peux gagner de l'argent, tu peux avoir des loisirs, tu peux, en fin de compte, tu vas te rendre compte que, qu'est-ce que c'est une mitzvah? Une mitzvah. Non, ça vaut la peine de temps en temps de prendre le temps de réfléchir sur les choses évidentes. Parce que en général, c'est les choses auxquelles on ne réfléchit pas. C'est comme les gens qui, au bout de 10 ans, réfléchissent à qu'est-ce que c'est le mariage. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas mariés. Ouais. Comme les gens qui se demandent pourquoi ils font ce métier, alors que tous les jours, ils râlent. En fin de compte, ils voient qu'ils l'ont fait parce que leur père leur a dit de le faire. Mais eux, ils ne l'ont jamais fait. Mais c'est bizarre que pendant 10 ans, le gars, il a vécu sans réfléchir, sans penser, sans se demander, sans se poser la question. Maintenant, le Rambam, il dit qu'un homme qui ne réfléchit pas 1 heure par jour à sa vie, c'est pas un homme. Je sais pas, c'est un animal, un ascenseur, je sais pas. Mais c'est pas un homme. Ouais.
Parce que c'est ça qui fait la nature de l'homme. Puisque l'homme, c'est Adam. Adam, c'est 45. 45, c'est même et. Même et, c'est la question, c'est quoi? Donc un homme qui n'a pas de questionnement, c'est pas un homme. Maintenant, qui c'est qui a un questionnement chez l'homme? C'est l'homme. Oui, mais quel homme? Parce qu'il y a deux hommes, vous êtes au courant. David, il n'a pas dormi? Ça va? Ouais. Donc, il y a l'homme extérieur, l'homme intérieur. L'homme extérieur, il l'appelle le Rav Simcha Zissel, Teva Pashut. C'est-à-dire que, là par exemple, je vous parle, vous me voyez là? Oui, non? Oui. C'est que c'est pas moi qui parle, c'est moi. C'est pas mon corps qui parle, c'est moi qui utilise mon corps pour parler. Maintenant, le Teva Pashut, c'est le moi qui est lié à la réalité. Par exemple, c'est le moi qui s'énerve quand on l'énerve, c'est le moi qui réagit, c'est le moi. Un peu comme la vache. C'est que la vache, elle mange l'herbe. Elle voit de l'herbe, elle mange l'herbe. Maintenant, la vache n'a pas conscience qu'elle est en train de manger de l'herbe. C'est la différence entre l'homme et la vache. D'accord? Par contre, l'homme, lui, il est conscient qu'il est en train de manger, il est conscient qu'il est en train de travailler, il est conscient qu'il est en train de gagner du temps, ou il est conscient qu'il est en train de perdre du temps. Mais c'est celui-là, c'est l'autre moi, c'est le moi intérieur. Ce qu'on appelle, nous, la conscience. Ça s'appelle la conscience d'être en français. Maintenant, cette conscience d'être, en vérité, c'est elle qui fait que je vis ma vie. Parce que tant que je ne suis pas conscient d'exister, je n'existe pas. Oui. Maintenant, la force du Yetzer Hara, c'est de faire que tu es dans le Teva Pashut. C'est-à-dire que tu es toujours dans le rapport superficiel avec la réalité. Tu es dans la pulsion, dans les nerfs, dans la fatigue, dans la bêtise, comme l'animal. Par contre, l'être intérieur, lui, c'est celui qui regarde l'autre et qui dit « Oh, mais ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça vaut la peine, ça vaut pas la peine. » Si je n'ai pas, attention, ça c'est très très important parce que les gens ne le comprennent pas. Combien de temps on met pour vérifier si le moi intérieur existe, si la conscience existe? Combien de temps ça prend? Une seconde. Est-ce que tu as conscience d'être ou non? Ouais. Maintenant, si tu fais des choses sans réfléchir, ou si tu vis des choses inconsciemment, ou si des choses que tu n'arrives pas à assumer ou à maîtriser, donc s'il n'y a pas Shlita Taratson, s'il n'y a pas la maîtrise de la volonté, s'il n'y a pas Shvira Taratson, si tu ne casses pas la mauvaise volonté, donc en vérité, tu n'as pas la conscience d'être. Or, plus que la conscience d'être, c'est ça qui fait de toi un être vivant, donc tu n'es pas vivant. Donc par exemple, petite nafkamina, si à Rosh Hashanah, tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de vivre, ouais, parce que tu vas comme ça, parce que tu es pris par le mouvement, parce que c'est le jour, parce qu'on t'a dit d'y aller, parce qu'il y a un livre devant toi, ça s'appelle Nirtam, les Altan, les Mita. Vous suivez ou... C'est ça, mort. C'est quoi mort? Les gens ils morts, ils croient mort, allongé, les bougies, le Kaddish, notre regretté. Non, c'est pas ça, mort. Mort, ça veut dire que l'être intérieur n'est pas vivant. Maintenant, soit parce qu'il a quitté le corps, ça c'est la mort physique, ouais. Soit parce que la personne n'est pas en conscience et n'est pas en volonté et n'est pas en maîtrise de sa réalité. Maintenant, quand on parle de Tov, ouais, Adam Tov, vous croyez que c'est quoi, vous? C'est le gars de l'extérieur? C'est-à-dire qui vient, qui est là, qui a sa kippa, qui a sa gemara. Mais ça, c'est une photo, ça. C'est une image. Ouais, c'est le gars de l'intérieur. Le gars de l'intérieur, ça veut dire celui qui est dans la maîtrise, celui qui est dans le contrôle, celui qui est dans la gestion de son Yetzer Hara, celui qui est dans sa volonté d'être, celui qui est concentré dans la Sugya, celui qui est en profit de la réalité. C'est celui-là le moi qui est vivant. Pour ça que le rachat il s'appelle Met. Pourquoi le rachat il s'appelle Met? Pas parce qu'il est condamné à mort, pas parce qu'il est punissable de mort, parce qu'il est mort. Maintenant, quand il est mort le rachat? Simplement parce que le moi intérieur, il a été remplacé par l'Yetzer Hara. C'est ça la définition d'un mort. Ouais. Comme quelqu'un qui se décourage. Tu dis, mais pourquoi tu ne le fais pas? Ouais, c'est mort. Mais tu es vivant. Ouais, mais c'est mort. D'accord? Ou tu vois le gars, le bandit, il est là avec le pistolet, il te vise. Il te dit, vas-y, mange. Mange. Tu dis, mais c'est des excréments. Mange. Tu manges? Pourquoi tu manges? Tu sais pourquoi? Parce que tu es mort. Même la Gemara, elle dit, quand la femme, elle est violentée, est-ce qu'elle est responsable? Elle dit, non, pourquoi? Karkaolam. Elle est Karkaolam. C'est quoi Karkaolam? C'est le parterre. Là, la vérité de vous à moi.
Est-ce que vous pensez que le parterre, il développe un complexe du fait qu'il est tous les jours piétiné? Vous savez que le parterre est piétiné tous les jours. C'est pas de la peine. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes parterrophobe? C'est très à la mode d'inventer des phobes. Ouais. Tu dis, mais t'es un parterrophobe. D'accord? Tu dénigres le parterre. Pourquoi ça ne te dérange pas? Pas parce que tu es insensible. Parce que tu dis, mais le parterre, il n'a pas d'intériorité. C'est pas une personne. Donc ça veut dire que quelqu'un qui se laisse piétiner ou maîtriser par son Yetzer Hara, il est comme le parterre. Je ne sais pas si vous avez fait le raccourci là. Oui. Donc c'est ça l'idée. De dire qu'en vérité, celui qui est vivant, et celui qui est en maîtrise, et celui qui est en shlitat à Yetzer, en maîtrise de son Yetzer, c'est celui de l'intérieur, c'est pas celui de l'extérieur. Donc quand on parle de Tov, quelqu'un il est Tov, vous avez compris, c'est-à-dire qu'il est complet, c'est celui de l'intérieur qui doit être complet. Maintenant, c'est quoi le Yetzer Hara? C'est d'être complet à l'extérieur. Alors tu as le complet, genre costume 3 pièces, tu as le complet poisson, tu as le couscous complet, il y a plein de manières d'être complet à l'extérieur. Mais toi, j'espère que tu as une ambition d'être complet à l'intérieur. Le problème, c'est que c'est plus facile de travailler avec le visible qu'avec l'invisible. Avec le visible, c'est facile. Ouais, tout de suite. Tac, tu mets la chemise blanche, le costume noir, la kippa qu'il faut, et c'est bon, ça y est, paf. Tu as fait le complet de l'extérieur. Mais le complet de l'intérieur, ça prend du temps. Ouais, c'est une dynamique perpétuelle, c'est une recherche, c'est une remise en cause. Je vous ai expliqué déjà que apprentissage, ça s'écrit en 2 mots. Apprenti, sage. L'apprenti, c'est celui qui est en apprentissage, c'est celui qui apprend, et celui qui est en devenir, et celui qui est en remise en cause. Et sage, c'est celui qui a déjà atteint le niveau. Il est sage, il est posé. Donc l'apprenti, il est instable, et le sage, il est clair. D'accord? Mais apprenti en hébreu, c'est Talmid, et le sage, c'est Chacham. Donc le Talmid Chacham, il est toujours en apprentissage. Ça va toujours? S'il dit j'ai tout compris, c'est fini, il n'est plus Talmid Chacham. Il est Chacham. Ouais. S'il est toute sa vie en questionnement, ce qu'on appelle un intellectuel, il est tout le temps en questionnement, mais il n'est jamais Chacham. Pourquoi? Pourquoi les intellectuels ne sont pas Chacham? Vous savez pourquoi? Non? Parce que Chacham, ça veut dire poser. Poser, ça veut dire engagé. Mais l'intellectuel, il ne veut pas s'engager, parce que comme il veut continuer à faire des avérotes. Donc le gars pachout, pour faire des avérotes, il fait n'importe quoi. Et le rachat intellectuel, lui, il va intellectualiser son Yetzer Hara. Il va t'expliquer pourquoi il est obligé de prendre une femme mariée. C'est pour la rendre heureuse, quelque part, qu'elle soit épanouie. Donc la différence entre le rachat brel et le rachat intelligent, c'est que le rachat intelligent, il a intellectualisé sa Yetzer Hara. Ouais. Mais en vérité, ça reste un apprenti, puisqu'il est toujours bancal et toujours en questionnement. D'ailleurs, c'est quoi les Yetzer Hara des intellectuels? C'est l'indécision. Il n'arrive pas à décider. Pourtant, il a une tête de malade, mais il n'arrive pas à décider. Pourquoi? Parce que la décision, c'est sage. Oui. C'est comme ça qu'on fait la différence entre un prétexte et une raison. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un et que l'autre vous répond, comment vous savez si c'est un prétexte ou une raison? Vous savez ou non? Non? Vous savez pas? C'est dommage, ça peut vous éviter beaucoup de choses. Par exemple, un mariage raté, entre autres. Ouais. Mais la différence entre une raison et un prétexte, c'est que la raison est raisonnable. Mais le prétexte n'est pas raisonnable. Vous me suivez ou non? Donc si le gars, il te répond une réponse qui n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Mais non, moi je ne parle pas par rapport à l'autre. Comment est-ce que l'autre, il te répond de manière raisonnable ou non? Je parle de toi par rapport à toi-même. Si toi, tu as une réponse à toi-même, tu dis pourquoi je fais cette avéra, pourquoi je fais cette bêtise, pourquoi je perds mon temps, écoute la réponse, elle est très importante. Comment toi tu te réponds? Maintenant, si toi tu te réponds de manière raisonnable, c'est que c'est une raison. Ouais, genre t'es malade, t'es resté au lit. Mais si tu dis je me suis tordu le doigt hier soir sur Facebook, bon, c'est un prétexte.
Donc après, ça te permet de mesurer le niveau de FTG, c'est-à-dire de foutage de gueule, qui est très très important. Parce que tout le temps où tu te moques de toi, en fin de compte, tu ne vis pas ta vie. Mais le problème, c'est que tu te moques de qui? Non, c'est intéressant. Bon, je sais que ça a l'air un petit peu simple. Vous dites, bon, c'est pas la peine de venir de Paris pour dire des trucs pareils. Mais le Hémet, il est toujours simple. Les gens qui le compliquent, c'est juste pour paraître intelligent. Mais la simplicité, c'est que tu ne peux pas être Hémet si tu ne peux pas mesurer le taux de foutage de gueule personnel. C'est que si tu te fous de toi, parce que si tu te couches à 4 heures du matin, tu sais bien que tu ne vas pas te lever. Alors c'est pas la peine de dire je suis fatigué. C'est normal. Si tu ne te concentres pas, c'est normal que tu ne comprends rien. Alors on ne dit pas le sujet il est difficile. Ouais. Si tu penses à des bêtises, donc par contraste, la Torah elle devient ennuyeuse. Mais c'est toi qui as créé ça, puisque tu as créé le contraste. C'est que si tu mets ta tête dans des bêtises, automatiquement la Torah elle n'est pas intéressante. Mais évidemment, parce que l'Yetzirara, c'est toujours plus facile de descendre que de monter. Maintenant, c'est pas très grave. De toute façon, on va tous mourir. Mourir idiot, mourir intelligent, c'est pas grave. Le problème, c'est est-ce que ta vie, tu l'as vécue? Donc la force du rachat, la force du Yetzirara, c'est ça. C'est de prendre toutes ces neshimot, toutes ces secondes-là, et les gaspiller. C'est ça sa force. Parce qu'il faut savoir que le projet du Yetzirara n'est pas la faute, c'est une erreur. Ça a été développé par le catéchisme. C'est pas de chez nous. Le projet du Yetzirara, c'est pas la faute, c'est la perte de temps. Parce que la faute, tu peux la rattraper. L'argent, tu peux le regagner. Le mariage, tu peux te remarier. Mais le temps, je peux pas le rattraper. Alors nous, malheureusement, on ne connaît pas la valeur du temps. Mais lui, il la connaît. C'est pour ça que c'est marqué dans Pirkei Avot, Perek Gimel, Mishnah Dalet, pour les gens qui vont les vérifier si je baratine. Rabbi Chanina ben Chakina Yomer. Rabbi Chanina ben Chakina, il a dit Anaour Balaïla, celui qui réveillait la nuit. Ve'amealer baderech yichidi, et quelqu'un qui marche seul sur le chemin. Ve'amefane libo levatala, c'est-à-dire qui vide son cœur pour rien. En français, on dit laisser vaquer son esprit vainement. D'accord? C'est la majorité de l'activité humaine. Ça veut dire tu bulles. Tu fais rien de ta vie. Ouais. Il dit Arezé Mitrayev Benafsho, il est sanctionnable de mort. Alors tu dis attends, le mec il est Michalel Shabbat volontairement, ok, Chayav Mita. Il mange à Kippour, ok. Il fait des grosses bêtises, d'accord, avec la femme du voisin, ok. Mais là on parle de quoi là? On parle le gars, il est réveillé la nuit. Ça peut arriver, qu'il est insomniaque, ou alors il dort toute la journée, donc c'est normal qu'il est réveillé la nuit, le pauvre. Il faut bien qu'il soit réveillé un moment, pas dormir 24-24, c'est compliqué. Mais à l'air Baderech Yichidi, il marche sur le chemin seul. Bah, des fois il y a du monde, des fois tu es seul. Quoi, tu vas sur le chemin seul, toi? Tu vas seul sur le chemin? Hayav Mita. Un peu exagéré quand même. Et à Mefané Levatala, c'est-à-dire son cœur, Libo, ça veut dire sa tête, il pense à rien. Quoi tu penses? À rien. Moi non plus. Ah bah comme ça nous fait un point commun. Ouais. Je vous ai dit quand j'étais jeune, j'étais malade. Vous vous rappelez ou non? Non, je ne l'ai jamais dit. Quand j'étais jeune, j'étais tellement malade que je m'entraînais à penser à 4 choses à la fois. D'accord? Par exemple, je parle avec quelqu'un, je pense à ce que je dis. Après, j'ai un sujet philosophique que je développe en ce moment. D'accord? C'est genre l'avenir du passé. À part ça, je me demande pourquoi la peinture, elle tient mieux sur le bois que sur le métal. Et en même temps, je pense à un business. En fin de compte, tout dépend de la marge à l'achat. C'est là que tu gagnes, c'est pas la vente. Les 4 en même temps. Et je m'entraînais comme ça des heures. Je dis, mais ça sert à rien. T'as qu'à penser à un truc. Je dis, non, pourquoi? Parce que j'avais tellement la conscience du temps que je voulais vivre 4 fois la même seconde. Vous me suivez ou... Hein? C'est impossible. Vous avez réussi? J'ai réussi à faire? Là, je suis en train de vous parler, là. Mais je suis ailleurs. Non, mais ça veut dire quoi? Restez calme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Non, c'est pas un phénomène, en vérité, c'est quoi? Parce qu'à l'époque, j'étais pas religieux. Mais il y avait une notion comme ça,
Ou alors, par exemple, de ne pas rester longtemps dans une pièce chaude parce que tu sens que ton cerveau, il va moins vite. Tu dis, ah, ça va, c'est bon. L'autre, au contraire, il se sent genre le tagine. Lui, il adore la chaleur. Il reste au lit, il est en cuisson. Il dit à ses copains, tiens, mettez les légumes, la viande est prête. D'accord. Et moi, je ne pouvais pas. Il fallait une chambre fraîche parce que regarde, la tête, elle fonctionnait. Il fallait toujours une pièce aérée parce que le cerveau, il va plus vite quand il est oxygéné. Et c'était quoi? C'était un traumatisme? C'était quoi? C'était une névrose? Non, non. C'était la conscience du temps qui passe. Maintenant, quand ça t'oblige à développer ton cerveau, à penser 4 fois plus vite, à développer, c'est-à-dire à combler tes lacunes, ouais, comme j'étais très très philosophique, donc je faisais beaucoup de maths, beaucoup de physique, parce que j'avais peur d'être un handicapé des maths. Et comme on a 2 hémisphères dans le cerveau, un cerveau mathématique, un cerveau philosophique. Et comme j'avais des facilités en philosophie, donc je faisais des maths. Vous me suivez ou... C'est un rééquilibrage, d'accord? Ben, c'est pareil, celui-là qui est fort dans le pile-poule, eh ben, il fait de l'ashkafa, il fait du moussard. Maintenant, celui qui est fort en moussard, il fait du pile-poule. Tu dis, mais ça sert à rien, de toute façon, c'est pas ma tendance, moi je suis plus mashgiar, avatatora. Mais Abrel, comment tu sais si tu vas dire des bêtises? C'est seulement par rapport à la droiture de ton esprit. Et la droiture de l'esprit, elle vient pas du moussard. Parce que dans le moussard, tu peux dire n'importe quoi, comme dans la philo. Ouais. C'est seulement le pile-poule. C'est le pile-poule qui rend ta tête droite. Ouais. C'est les 6 heures que tu as passées là, sur le char et Yosher, et le char là-bas, Kofioud, sur Sfexfeka, qui t'a fendu la tête en 2. Ouais. C'est ça qui rend la tête droite. Maintenant, quand tu as la tête droite dans le pile-poule, tu peux avoir un moussard qui est droit. Sinon, tu peux délirer et dire n'importe quoi, au nom du moussard. Pourquoi? Parce que les 2 parties du cerveau se compensent. Mais ça, c'est un souci qu'il faut avoir, d'avoir la tête droite. Parce que quelqu'un peut dire, oh bah tu sais, un brel de plus quelque part. C'est vrai, à qui on va vendre nos détails, d'accord? Donc on a besoin. On a besoin des brels. C'est vrai, mais est-ce que c'est une mitzvah d'en faire partie? Premièrement. Deuxièmement, on a déjà expliqué plusieurs fois que intelligent, en philosophie, c'est la capacité d'adaptation. D'accord? Et que le contraire de l'intelligence, donc c'est la bêtise. Donc la bêtise, c'est l'incapacité à s'adapter. Le problème, c'est que la vie, elle change tout le temps. C'est-à-dire qu'on dirige chaque seconde, chaque minute, chaque jour. Après, tes enfants, ils changent, ta femme, elle change, la vie, elle change, la journée, elle change, la sugi, elle change, ton copain, il change. Donc, en fin de compte, tu es tout le temps condamné à t'adapter. Quand quelqu'un ne fait pas l'effort de s'adapter, donc il n'est pas intelligent. On dit en français vivre en bonne intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vivre en bonne adaptation. Mais comme la vie, elle échange tout le temps. Donc, si tu n'es pas intelligent, tu n'es pas adapté. Quand tu n'es pas adapté, au bout d'un moment, tu es inadapté. Vous me suivez ou... Voilà. Et quand tu es inadapté, c'est quoi? C'est qu'il y a une distance entre toi et la réalité. Et la distance entre toi et la réalité, qu'est-ce qu'elle crée? Le stress. Ben oui, parce que c'est quoi le stress? Le stress, c'est le malaise engendré par la différence entre la personne que tu es censé être et la personne que tu es. Vous me suivez ou non? Si dans le mental, tu as 14 ans, mais que dans la vie, tu as 20 ans, donc on va te poser des questions de 20 ans. Mais comme toi, tu as un mental de 14 ans, puisque ça fait 6 ans que tu ne t'adaptes plus, donc tu vas avoir des réponses de gamin. Tu suis toujours? Ouais. Comme tu as des réponses de gamin, tu te vexes. Comme tu te vexes, tu t'angoisses. Comme tu t'angoisses, tu fais youch. Maintenant que tu ne sois pas adapté au shidour parce que tu vas absolument te marier, mais tu es un bébé. Ouais, ou que tu ne sois pas adapté à la sougia parce que ça fait 3 jours que tu fous rien. Oh, tu comprends rien ce qu'il dit Laura. Mais quoi il parle? De quoi vous parlez là? Mais baba, ça fait 3 jours. Tous les jours, il faut s'adapter. C'est la même chose. Après, tu dis, ouais, je fais youch, le limoud, c'est pas pour moi. Mais c'est pas le limoud qui est pas pour toi, Yabrel. C'est que t'es pas adapté. C'est à toi de t'adapter. Maintenant, si t'es pas en perpétuelle exigence d'adaptation, tu sais que tu vas être décalé. Ça veut dire que le fait d'être décalé, c'est que tu as déjà programmé ton youch. Vous me suivez ou non? Donc, tu as déjà programmé le youch. Donc, tu as déjà programmé que tu vas quitter la yeshiva avec l'angoisse. Tu as déjà programmé que tu vas rentrer dans les études en te forçant parce que tu as l'impression que tu as raté quelque chose. Tu as déjà programmé que tu n'auras pas confiance en toi et que tu n'auras pas d'estime de toi et que tu vas te marier avec une khmara parce que tu dis au fond de compte c'est tout ce que je mérite puisque je suis nul. Tout ça parce que tu n'étais pas au CDR. C'est extraordinaire.
Si vous allez dire, bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Non, ça s'appelle la loi de causalité. Vous savez ce que c'est la causalité, non? Oui, non? C'est Khadgadia. Ça entraîne ça, ce qui entraîne ça, qui entraîne ça. Maintenant, le problème, c'est que les gens, quand ils regardent la loi de causalité, ils regardent la causalité immédiate. Ah ben ça entraîne ça. Oh là, oh là, oh là, j'ai fait une gaffe. Oh, au contraire, oh, j'ai fait du bien. Il ne veut pas remonter la chaîne de la causalité. Mais tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit à chaque seconde, on est dans une causalité. Maintenant, nous, les Chachamim, ils appellent ça pas ça la causalité. Ils appellent ça mitzvah goret mitzvah, avera goret avera. Ouais, la mitzvah entraîne la mitzvah, l'avera entraîne la avera. Donc, la perte de temps entraîne la perte de temps. Vous me suivez, non? Donc, la réflexion entraîne la réflexion. Donc, les efforts entraînent les efforts. Vous me suivez ou... Maintenant, est-ce que vous comprenez que celui qui va faire 10 ans de musculation en utilisant des haltères en polystyrène ne va pas avoir les effets? Tu sais ce que c'est le polystyrène? Ouais. Donc imagine le mec pendant 10 ans, il va dans une salle de sport qui s'appelle Polysty. Et toutes les haltères sont en polystyrène. D'accord? Bon, pour rentrer, il faut avoir un diplôme de mytho. Tu rentres là-bas et tu y vas. Oh, et tout le monde. Mais tu peux pas savoir que c'est faux, puisque le gars à côté, lui aussi, il fait semblant, il fait comme toi. On se met dans un club de polystyrène. D'accord? Tu dis, bah, c'est pas grave, de toute façon, si tout le monde est au courant, c'est pas grave. Le seul problème, c'est que au bout d'un an de sport, quand le chef du club, il dit, alors, tu reprends une année? Et qui dit, attends, mais j'ai les mêmes bras qu'au début de l'année. Tu dis, mais ouais, mais d'accord, mais t'as bien vu qu'ils ont tous les mêmes bras. Ah ouais, t'as raison. Vous me suivez ou non? Donc après, tu décides, est-ce que la yeshiva, c'est une salle de musculation où les haltères sont en polystyrène? D'accord? Tu fais semblant d'être là, tu fais semblant d'être à la yeshiva pour tes copains, pour tes parents. Tu fais semblant de ouvrir ta Gemara, tu fais semblant de réfléchir, tu fais semblant de réviser, tu fais semblant que tu es fatigué, tu fais semblant que tu n'as pas la tête, tu fais semblant que quand tu regardes ton film le soir, c'est pour te préparer au CDR, pour être frais le lendemain. Ouais. Mais Rabotai, un film, c'est un défaut majeur. C'est que dans le film, tu fais aucun effort. Donc plus tu augmentes ton addiction au film, plus tu rends difficile ton accès à la Gemara, puisqu'il n'y a pas de mise en scène dans la Gemara. Il n'y a pas d'image, il faut tout faire. Il n'y a rien, c'est sec, mais il faut tout faire. Alors que le film, bah, c'est les haltères en polystyrène. Tu fais rien, Baba. Tu te détends, tu rigoles, tu es pris dans le suspense, oh, tu as vécu un bon moment. Ouais, tu as raison, c'est bien, c'est super, mais c'est dommage de faire ça à la yeshiva. Ouais. Donc après, le problème, encore une fois, tu as deux problèmes. Premièrement, c'est que tu perds ton temps. Deuxièmement, c'est que tu crées chez toi une limitation. Pourquoi? Parce que vous savez que les haltères en polystyrène altèrent tes muscles. Ça s'appelle des muscles altérés. Donc, la facilité du film rend la Gemara difficile. Par exemple, quand tu lis la vie des Bachurim en 1930, 40, 50, les gars, ils ne pouvaient pas dormir à la yeshiva, on ne pouvait pas les accueillir, c'était très pauvre. Donc ils dormaient chez un balabaït. On ne peut pas leur donner à manger tous les jours, parce que le balabaït, il est aussi pauvre qu'eux. Donc les gens, ils mangeaient de temps en temps. Alors il te dit, aujourd'hui j'ai mangé un oignon. Un oignon. Imagine, la yeshiva un jour, elle vous dit, bon, aujourd'hui c'est un oignon. Jusqu'à demain. Tu dis, je vais manger un oignon. Attendez, Rav, où est la confiture, où est la viande, où est la sauce de la pâte? Non, il y a un oignon. Après, tu vas dire, mais Rav, c'est votre problème. Qu'est-ce qu'il va répondre? Évidemment, c'est pas mes oignons. C'est vos oignons. D'accord? Mais non. Aujourd'hui, pour nous, ça n'a aucun sens. D'accord? Moi, j'ai connu un Rav. Il m'a dit, lui, toute la yeshiva, il était à Brunois à l'époque, à 50 ans. Plus que 50 ans, il dormait sur un banc. Il n'y a pas de lit. Il n'y a pas de place. Tu vas à l'yeshiva, tu vas sur un banc. Tu dis, maintenant, je ne vais pas dormir sur un banc. Tu te casses le dos, tu te détruis. Je crois qu'il n'est pas devenu Tamil Chacham.
grand Talmid Chacham, Shochet, Moël, Rav, limite Mekoubal. Il était Sofer, en lisant les Mezuzot, il racontait la vérote des gens. Mais pas du tout dans l'esprit, le gars il a rencontré les anges, ou il a pris des vitamines pour accélérer le phénomène. Non, vraiment, il a une sensibilité qu'il a lue dans des Sfarim, et en lisant, en trouvant la faute de la Mezouza, il raconte la véra de la personne, écrit dans la Mezouza, je sais pas si vous... Donc c'est un gars quand même un peu exceptionnel. Tu veux que je te dise la vérité? Moi je pense que c'est à cause du banc. Ben oui, parce que si la facilité, elle rend la difficulté difficile, donc la difficulté, elle rend la difficulté facile. Voilà. C'est pour ça que quand tu fais de la muscule, si tu sens pas que ça fait mal au bras, c'est que tu es en train de rien faire. Ouais. Si quand tu travailles tes midotes, t'as pas mal au ventre, c'est que tu es en train de rien faire. Et si quand tu étudies la Torah, t'as pas mal à la tête, c'est que juste que tu es en train de t'aérer l'esprit en pensant à des idées qui pourraient être intelligentes si tu les avais acquises. Il faut que tu crèves sur le Tosfot. Moi, je vous ai dit à l'époque, je dictais des dissertes de philo au téléphone, donc j'étais pas spécialement nul. Mais quand je suis arrivé à la yeshiva, je lisais 40 lectures du Tosfot qui rentraient dans les mots et qui étaient fausses, toutes fausses. Vous suivez ou non? Et c'est là que j'ai compris la différence entre Chokhmah et Torah. La Chokhmah, je l'avais. Mais la Torah, c'est pas de la Chokhmah. C'est ça que tu trouves des gens très très intelligents qui comprennent rien à la Torah, ou qui comprennent à l'envers. Ouais, parce que la Torah, elle est Bessiata d'Ishmaïa, elle dépend de la Kedusha, elle dépend de la pureté, elle dépend des efforts. Alors que la Chokhmah n'a rien à voir. Tu peux être pédophile et philosophe. Ça s'est vu déjà. Ouais, ça ne dérange pas. Mais tu es un animal. Et alors? Ça n'a rien à voir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas compter sur ta Chokhmah dans la Torah. Tu es obligé presque de faire abstention de ta Chokhmah, d'accord? Pour trouver la Chokhmah de ta Torah. Ça s'appelle Da'at Torah. Maintenant, comment on fait abstraction de sa Chokhmah? Ça s'appelle Misirut Nefesh. D'accord? Si toi je te pose la question, c'est quoi la responsabilité dans Baba Kama, tu peux réfléchir avec ta tête. Tu peux dire, écoute, c'est ma propriété, je suis responsable, c'est moi qui dois assumer, c'est logique. Je te dis, oublie ça. Vas-y, étudie Baba Kama, bien, d'accord? Regarde le principe, regarde le Ran, regarde le Rashba, regarde la Mishnah, regarde le Diouk, essaie de comprendre la Shita de Rav Akiva. Et maintenant, tu as compris qu'est-ce que c'est. Tu dis, mais c'est un peu étranger à ce que je pensais. C'est bien. Tu vois la différence entre le Da'at Torah et le Da'at Chokhmah. Maintenant, pour y arriver, tu peux pas... S'il n'y a pas une avoda, s'il n'y a pas une démarche, s'il n'y a pas une recherche, s'il n'y a pas une soif, il faut même être affamé. Parce que la Torah, elle n'est pas accessible. Elle n'est pas, servez-vous, elle n'est pas monte sur l'étagère et prends le Sefer. Non, il faut se casser la tête. Donc le problème, c'est un problème d'ambition. Est-ce qu'on a l'ambition, on n'a pas l'ambition? Maintenant, rien n'est grave. Hein. Moi, je vois des gens, ah mais j'ai triste, voilà, mon fils, il n'est pas motivé, il se lève pas, il va pas à la fac, il truc. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le booster, il faut l'obliger, il faut lui faire du chantage, il faut le frapper. Je fais, mais il faut qu'il y ait de l'ambition. C'est pareil, quelqu'un il a lié les filles, les copines, les sites dégueulasses, les images dégueulasses. Alors toi, tu crois, c'est la Kedusha, il faut se sanctifier, il faut se purifier. D'abord, est-ce que tu as une ambition? Est-ce que tu as quelqu'un à sauver? Est-ce que tu as une neshama à préserver? Est-ce que tu as une tête à rester propre? Mais si tu n'as pas de tête, tu n'as pas de valeur, tu n'as rien, bah, tu vas continuer à faire des bêtises tout seul aux toilettes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'ambition. Donc le problème, c'est l'ambition. Mais encore une fois, l'ambition de qui? L'ambition extérieure ou l'ambition intérieure? De quelle ambition? Du moi extérieur ou du moi intérieur? Vous me suivez ou... Il faut l'ambition intérieure. Ça s'appelle en français le respect de la personne, le respect de soi. Maintenant, les Chachamim, eux, ça s'appelle Gadlut Adam, la grandeur de l'homme. Maintenant, les Chachamim, ils le disent dans un autre langage. Ils disent Ata lo chas al nishmatecha, t'as pas pitié de ta neshama. Je donne une image.
C'est comme si vous avez une petite sœur. Elle a 8 ans. Elle est nia. Elle est propre, elle est pure, elle est belle. Elle est impeccable. Elle n'a jamais fait une bêtise de sa vie. Elle n'a jamais fait un lachonara. Elle n'a jamais vu une image dégueulasse. Et ta mère, elle dit, écoute, papa et moi, on va partir pendant 3 mois à Hong Kong parce qu'on a une mission là-bas de business très importante. Donc c'est toi qui t'occupes de ta sœur. Au début, tu réfléchis pas. Tu dis, ok. Mais après, tu sais que tu as une vie aussi, toi. Tu as une vie. Puis dans ta vie, il n'y a pas que des choses extraordinaires. Donc tes copains, ils te disent, bon, on va en boîte. Tu dis, attends, comment je fais avec ma soeur? Après, ta copine, elle dit, ah, tes parents sont pas là. J'ai acheté les préservatifs. Tu viens? Tu dis, attends, mais comment je fais avec ma soeur? Oui, comment tu vas faire? Bon, j'y vais ou... Voilà. Maintenant, est-ce que tu peux emmener ta soeur chez ta copine? Tu dis, bon, toi, tu restes sur le canapé, nous, on va dans la chambre. Est-ce que tu peux l'emmener en boîte de nuit avec les stripteaseuses? Ouais. Et tu dis, bon, tourne ta tête. Parce que, tiens, lis ton bouquin, là. Joue avec ta PlayStation. Parce que moi, il faut que j'aille finir mon doctorat d'anatomie. Tu peux pas. Je peux pas emmener ma soeur là-bas. Allez, je t'en prie. De toute façon, il faut bien qu'elle grandisse. Hein. Et puis, c'est pas grave. Au pire, je lui tourne la tête. Je peux pas. C'est ma soeur. Elle est pure. Elle est propre. Ouais. Alors, si déjà... C'est qu'elle va vraiment. Si déjà ta soeur, tu peux pas l'emmener là-bas... Comment tu peux emmener ta neshama là-bas? T'as pas de la peine pour elle. Oui, maintenant la neshama, elle te donne la vie, elle te donne la puissance, elle te donne la conviction, elle te donne l'intelligence, elle te donne la clairvoyance, elle te donne le roi HaKodesh, elle te donne la compréhension de la Torah, elle te donne la perception de Dieu, et toi, tu lui amènes des films ou des bêtises que tu fais avec ton téléphone. C'est ça que tu lui donnes. Alors, je ne crois pas que c'est une question d'Yetzirah, je ne crois pas. Moi, à l'époque, j'aurais dit que c'est une question de connerie. Mais aujourd'hui, je dirais que c'est une question d'ambition. Mais t'as pas d'ambition, quoi. T'as pas d'ambition. Hier, j'étais à Ramat Aviv. Bon, avec 2 jeunes. Ils m'ont accompagné. Alors, moi, je peux pas rester à rien foutre dans une voiture comme ça. Mon cerveau, il travaille 24/24. Ouais. Donc, je commence à parler avec eux. Si déjà, je peux ramener 2 Neshamot. Alors, je parle avec le gars. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait les shivas. Après, je me suis renvoyé. Après, j'ai voulu faire ça. Après, j'ai voulu faire un peu de pâtisserie, un peu de trucs. Après, je voulais faire agent immobilier. Enfin, n'importe quoi, virgule, rien, quoi. C'est nul, point 2, point 0. Ouais. Alors, j'ai dit, mais quel âge t'as? 62, 64? Il me dit, non, j'ai 20 ans. 20 ans? Purée, mais je suis jaloux de toi, moi. 20 ans? Mais c'est quoi? J'ai pas fait un diplôme, fait un truc. Je dis, où t'éclates à la yeshiva, où t'éclates dans le business? Non, il éclate en rien, lui. Il éclate sa vie, il éclate sa neshama, il éclate ses nuits, il éclate ses jours. Je dis, mais c'est pas possible, t'as 20 ans. Je fais, qu'est-ce qui s'est passé? T'as été déporté? Il dit, non. Ils t'ont emmené dans un camp de la mort. Ils t'ont coupé les mains, ils t'ont torturé, ils t'ont coupé en 2, ils t'ont accroché à un mur. Non, juste comme ça. J'ai une addiction avec mon téléphone. Je me prends la tête avec mes parents. J'ai une flemme Sacom de chez Terminator, un truc énorme. Et pendant ce temps-là, le temps il passe. Je réfléchis. Mais c'est pas possible. Voilà, je parlais avec un autre au téléphone. Ses parents, ils l'ont obligé à arrêter la yeshiva. Il était chez Ravel Baz à Islema. Et ils lui ont dit qu'il faut faire des études. Bon, lui, pour faire Kibbutz Avayim, il a dit OK. Mais comme il ne veut pas perdre son temps, il a fait 2 doctorats en même temps. Je ne sais pas si vous me suivez. Sur Claude, il fait une licence d'hébreu, il va s'évanouir de fatigue parce qu'il y a un devoir par mois. Lui, il a fait un doctorat de finance et un doctorat de mathématiques. Maintenant, il fait du conseil en patrimoine dans une très grosse banque suisse. Mais il a 26 ans. Tu as compris la différence entre perdre son temps et ne pas perdre son temps. Je sais que c'est pas évident, que pour vous, ça a l'air d'être... Attends, il nous parle de quoi, là? On est obligé d'avoir des grands objectifs. Parce que je vous le dis et je vous le répète, la vie, elle va passer. On va se revoir dans 20 ans. On va se croiser. Je vais vous croiser. Alors, où t'en es? Eh bien, grâce à Dieu, on a 6 enfants. Alors, ben là, je suis Kablan. En fait, je fais des chipoutim. Bon, enfin, en fait, je suis peintre. Bon, en fait, c'est moi qui mélange le plâtre.
Je fais, t'étais à l'Yeshiva, toi? Ouais, mais vous savez, les trucs de la vie, j'ai voulu vite me marier, j'avais pas de parnassa, on m'a dit, ben tiens, pour un certain temps, tu vas venir faire des travaux. Mais t'as une tête, t'avais un cerveau, t'avais un projet. Ouais, mais vous savez comment ça se passe, le Honest Parnassa, Honest mariage, Honest Yetzerara, Honest téléphone, il reste de Honest café. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ouais. Alors que le contraire, nous, on était, moi j'étais en 93, j'étais pas à Jérusalem, c'est ce que le 93. C'est la banlieue de Gaza, ouais. Dans une yeshiva mais pourrie. Je vous dis, je rentrais le Shabbat, ma mère me dit, mais pourquoi ça pue le moisi dans ta chambre? Je pouvais pas lui dire que les murs étaient pourris. Je pouvais pas lui dire que la moquette, elle était pourrie. Je pouvais pas lui dire on était à 8 sur une table comme ça, serrée, et que la douche, elle marchait une fois sur 4, et on avait du mal à se laver avec de l'eau froide, parce que la chaudière, elle marchait pas. Je peux pas lui dire ça. Mais mes copains de l'époque, je les vois. L'autre, c'est Rav Crémézy, Diana en Montréal. L'autre, c'est le responsable de la cacheroute de Rothenberg. L'autre, il a écrit déjà des Sfarim. L'autre, il est Rav de Yeshiva Ktana, Rosh Yeshiva. L'autre, il est là. L'autre, il est là. L'autre, il est Dayan. L'autre, il est... C'est-à-dire, on était là-bas. Hein. On était tous là-bas. Donc, faites-moi plaisir. Essayez de vous projeter dans 20 ans. Ouais. Et quand tu te projettes dans 20 ans, tu regardes qu'est-ce que te rapporte tes heures que tu passes au téléphone et qu'est-ce que te coûtent tes heures. Donc c'est pas seulement que tu es en train de perdre le temps maintenant, encore une fois, c'est qu'en créant cette addiction, et vous le savez, puisqu'ils sont faits pour ça les téléphones. Vous savez que les patrons de la Silicon Valley qui ont créé les téléphones, ils interdisent à leurs enfants de jouer avec. Vous le savez ça? Oui, non? Ouais. Vous le savez, mais vous continuez quand même, c'est balèze. Ouais, d'accord. Vous savez que c'est fabriqué pour de l'addiction. C'est-à-dire que toutes les petites sonnettes, les notifications, les nouvelles applications, pourquoi c'est gratuit? Maintenant, faites un calcul. Au-delà de ce que disent les goïms et les psychologues et les sociologues, que ça détruit le cerveau, que ça fabrique une génération d'analphabètes, que ça crée des gens qui sont intuitifs, donc qui sont plus intellectuels, parce qu'ils sont tout le temps. Mais à part ça, ça crée aussi une addiction. Maintenant, on va au-delà de ça. Essaie de réfléchir. Imagine que ce n'est pas le plan de Goy qui ont inventé ça pour pouvoir gagner des milliards avec des applications, ou alors parce qu'ils vont vendre la pub, ou alors qu'ils vont vendre la data, c'est-à-dire les millions de personnes qui sont inscrites sur les sites, ça leur sert de vendre ça à Google. Ouais. Non, va au-delà de ça. Peut-être que, qui c'est qui a inspiré tous ces cas-là, tous ces gars-là? C'est l'Yetzirara. Parce que l'Yetzirara, ça ne lui sert à rien de provoquer une guerre mondiale qui va tuer des millions de juifs. Il suffit qu'il développe les applications sur Internet, qu'il développe le téléphone. Vous me suivez ou... Ouais. Et avec ça, il a brûlé des millions d'échamotes, parce que les gars, je te parle même pas de toutes les avérotes et toute la pourriture de la tête avec les films dégueulasses, mais même rien que la flemme que tu as créée, ouais, ou ta dépendance. Ils ont dit qu'en moyenne, un gars, il regarde 400 fois par jour son téléphone, 400 fois. Mais combien de temps tu penses à Dieu par jour? 2 fois, au moment de la Hamida. Et ton téléphone 400 fois? Mais papa, mais tu devrais dire Baruch Ata Alpel. Il faut dire Odou les Samsung qui t'offrent. Samsung évident. Donc la logique, c'est quoi? La logique, c'est que il faut réussir. Et c'est très très important. Parce que vous savez qu'un des défauts de la vie, c'est qu'elle passe. Vous savez ça? Donc il faut être dans une logique, dans une dynamique perpétuelle. Perpétuelle. Alors je sais que ce que je demande, c'est beaucoup. Mais c'est comme si vous êtes mes enfants. Je ne vais pas vous dire, écoute, tu perds ton temps, mais c'est bien. Il faut grandir. Il y a un temps pour être bref, il y a un temps pour être intelligent. Il faut bien que la jeunesse se passe. C'est pas possible. Parce que tu vois l'autre. J'ai raconté ça plusieurs fois, mais une fois j'étais dans un Shabbat plein, et puis il y a des gens qui viennent me parler. Bon, c'est une réalité physique. Il y en a un qui vient, il me dit, ouais, je suis à l'armée. Ah bon, j'ai quel âge t'as? Il me dit 19 ans. Je lui fais quoi à l'armée? Il dit, ben, je suis sniper. Je dis, sniper? Il dit, je suis sniper. Je fais quoi? T'apprends à tirer et tout ça? Il me dit, non, je suis à la frontière. Je suis sniper.
Ah, t'es déjà engagé? Oui, je suis engagé, je suis à la frontière. Quand il y a un gars bizarre, je le repère. Je dis, ah, pas que tu fais quoi? Ben, je demande à mon sergent, qu'est-ce que je dois faire? Après, il me dit, bah, je tire un tir de sommation. Puis après, je tire. Et moi, dans ma tête, je me disais, le gars, il a 19 ans. Il doit décider de la vie et de la mort. Ouais. L'autre, il a 19 ans. Et il arrive pas à se concentrer au CDR. Parce qu'hier, il a raté un feuilleton de sa série. Tu regardes les deux, tu dis, mais lequel des deux qui est un zombie? Alors si déjà ce niveau de maturité, d'accord, de vie et de mort, ouais. Alors moi je dis, tu l'appliques dans la Kedusha. C'est quoi dans la Kedusha? C'est, en fait, on est tous des snipers. Tous. Pourquoi? Parce que chaque jour, chaque heure, chaque seconde, on a le choix de tuer cette seconde ou de faire vivre cette seconde. Même les goïms, ils disent ça. Ils disent, qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? On a tué le temps. Mais tu ta mère, qu'est-ce que tu tues le temps? Tu tues le temps. Tu tues seconde par seconde. D'accord? Minute par minute, heure par heure, tu tues. Donc ça fait l'effet inverse. Au lieu que quelqu'un il soit capable d'optimiser chaque seconde, ouais, l'autre qu'est-ce qu'il fait? Il tue chaque seconde. Alors l'idée, ben, c'est simple. Parce que c'est marqué que Avraham Zaken, Baba Yamim. Avraham, il était âgé, Baba Yamim. Il est venu avancer dans les jours, on traduit littéralement. Mais les Chachamim, ils expliquent, Baba Yamim, il est venu avec ses jours. Venir avec ses jours, ça veut dire que il était capable de dire comment il a optimisé chaque journée. D'accord? Alors moi, je ne suis pas vraiment Avinu, mais je pense que chacun, il doit avoir ce souci-là. De dire, qu'est-ce que j'ai fait avec ma journée? Donc hier, j'étais à Ramat Aviv. D'accord? Ok. Donc, on est quel jour hier? T'es quel jour? Lundi. D'accord. Donc, dimanche, je ne sais même plus où j'étais. Je ne sais plus. J'ai fait cours au dimanche. Ouais. Samedi soir, je suis rentré de Montpellier. Jeudi soir, j'étais en cours. Mercredi, j'étais à Londres. Lundi, j'étais à Montréal. Tous les jours, on peut faire quelque chose avec sa journée. Maintenant, toute la préparation et toute l'étude et le renforcement physique et la préparation intellectuelle et la préparation des cours, c'était pour réussir à avoir un outil d'optimisation maximum de faire tous les jours ça. Alors moi, je l'ai fait par rapport au Limoud de la Torah. Mais il y a des gens qui l'ont fait par rapport aux écoles rabbin. Il y a des gens qui l'ont fait par rapport à la Gemara. C'est-à-dire que si, par exemple, le Rav, il peut faire jour de Youn, ouais, tous les jours, ça veut dire que combien il a dû étudier pour être capable de préparer le shiur chaque jour? Vous me suivez ou non? Celui-là, il arrive à gérer 60 restaurants. Tu crois que le gars, il s'est levé un matin, il a dit je fais 60 restaurants? Non. Il a atteint un niveau de maturité pour être capable de gérer 60 restaurants. Mais s'il était flemmard, ou lourd, ou brêle, ou il n'était pas réactif, khfif, essence et responsable, il n'aurait jamais pu le faire. Donc en fin de compte, tout ce qu'on fait, c'est la résultante de ce qu'on a mis en place. C'est pour ça que le Yetzer Hara, il va travailler à la perte de temps, il va travailler au bilboul da'at, il va travailler au manque d'ambition. Donc vous, maintenant, vous êtes au début de l'histoire. Ouais, c'est dommage que le début, il soit gaspillé pour la fin. Alors, encore une fois, ce qu'on demande, c'est pas facile. Je sais que c'est pas simple. Ouais, mais d'un autre côté, vous êtes des bénis Israël. Vous avez une neshama. Les trois quarts d'entre vous, vous avez une bonne tête. D'accord? En plus, vous faites un sacrifice, parce que vous auriez pu faire des études, ou aller repeindre des bateaux à Rio de Janeiro, sur la plage, et vous êtes là, dans une yeshiva, à vous sacrifier pour l'étude de la Torah. Donc, il faut que ce sacrifice, il ait une valeur. Maintenant, on ne demande jamais à quelqu'un de dire « toute ma vie, je vais être un Kollelman, toute ma vie, je vais me consacrer à la Torah ». Non, non.
essaye de consacrer cette journée-là à la Torah. Celle-là. Ouais. Essaye de consacrer cette heure-là à la Torah. Essaye de consacrer, même cette nuit. C'est-à-dire que la veille, quand tu vas dormir, en fait, tu es déjà en train de sanctifier la journée de demain pour l'étude. Vous suivez ou non? Après, quand tu pries pour qu'Hachem t'aide à bien étudier. Donc, ta prière, elle va sanctifier ton limoud. Après, quand tu rentres dans la chavruta, tu mets ta tête dans le limoud. D'accord? Donc, évidemment, ton téléphone, tu l'as éteint, tu l'as jeté, tu l'as oublié. Jette-le, comme ça, le temps d'en racheter, tu vas pouvoir étudier pendant quelques mois. Ouais. Donc, ça veut dire que tu as fait cette distance-là, cette distanciation pour la valeur des choses, pour donner une kedusha à la chose. Et si tu vas dire, ah ben, c'est pas facile, sur le long terme, déjà, on n'est pas imaginer une semaine. Alors moi, je te donne une aftacha, une promesse. C'est que si tu es sincère, tu vas voir les résultats tout de suite. Tout de suite. C'est ça qui est fort. Tu les vois. Ouais. Et si tu vas dire, ah ben, je suis perplexe, je suis sceptique, mais tu vois bien que tes bêtises, tu les payes tout de suite. Ouais. Tu vois bien que si tu n'as pas bien dormi cette nuit, déjà, le Rav, il vient de France pour faire un shiur et toi, tu dors. Donc, tu vois bien que tu payes déjà tout de suite. Tu payes maintenant. Ouais. Tu payes tout de suite. Donc, si tu payes tout de suite dans le mal, pourquoi tu ne payes pas tout de suite dans le bien? Vous me suivez ou non? Et c'est pareil. Moi, à l'Yeshiva, j'écrivais les shiurim. Tout le monde me disait, mais à quoi ça sert? C'est bon, t'as retenu, t'as une mémoire. Bon, il a dit un vort. Mais lequel des élèves du Rav qui diffusent la Torah dans le monde? Il n'y a que moi. Parce que j'écrivais. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, ça va, qu'est-ce qu'il a dit? Ouais, ils n'écrivaient pas. Tu vois la différence entre écrire et pas écrire? Ouais, la différence entre réviser et pas réviser. La différence entre mettre sa tête et pas mettre sa tête. La différence entre éteindre son téléphone ou regarder son téléphone. C'est ça, c'est que des petites choses. Mais c'est des petites choses qui amènent des résultats énormes. Maintenant, Baruch Hashem, moi je vous dis, vous avez une opportunité énorme. Parce qu'avant, les gens, ils étudiaient pendant l'Inquisition. D'accord? Ils avaient un nisayon de malade. On les brûlait vifs. Il y en a qui étudiaient au ghetto de Varsovie. Vous savez qu'il y avait des commandos de Chassidim qui faisaient de la résistance. Et comme c'était interdit d'étudier la Torah, ils organisaient des minyanim en cachette et du limoud en cachette. C'était assourd d'étudier la Torah et de se réunir à 3. Ouais. Et eux, ils faisaient le contraire. Leur épreuve à eux, c'est de te prendre une balle dans la tête. Toi, ton épreuve à toi, c'est que le Rav, il va te dire qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone? Genre ton nisayon. Donc la chance qu'on a un petit nisayon, qui est malheureusement déterminant de notre niveau aussi, d'ailleurs, parce qu'on ne va pas demander des grandes choses à des gens grands. Ouais. Donc d'un autre côté, c'est une opportunité. C'est-à-dire que tu sais que quand toi, tu vas éteindre ton téléphone, que tu vas te l'enlever de la tête, ou que tu vas définir le cloisonnement, c'est-à-dire combien de temps par jour tu le fais, mais en vérité, cette Messirut Nefesh, elle te donne accès à la Torah. C'est-à-dire que toi, tu sais que quand tu regardes un film, tu perds peut-être 52 pages de Gemara. Pas parce que tu aurais pu faire 52 pages, mais parce que le courage qu'il faut pour les 52 pages, tu l'as détruit en utilisant ton cerveau pour des choses qui ne te demandent pas d'effort. Donc le jour où il faudra faire un effort, tu vas crever. Alors que si moi je vous dis que j'avais un chaver, un malade d'ailleurs, aujourd'hui il est Rosh Kolel, il faisait Megillah en 3 heures. Il faisait Shabbat dans un Shabbat, c'est-à-dire de jeudi matin à dimanche soir, il étudiait Shabbat. Tout Shabbat. Toute la Gemara Shabbat. Il a fait genre 84 fois Brachot. Il faisait... J'ai fait avec lui le Sioum de Sota. Il étudiait que pendant Arvit. Sota. Toi, t'attends le Chazan. T'attends que le Rav finisse l'Amida. Lui faisait Sota, lui. Ok, tu dis, bon, il est un peu malade. D'un autre côté, il a reçu une bracha du Stepeler, qu'il avait demandé une bracha pour l'Admana, le Stepeler. Le père de Raphaël Kaneski, il avait fait une bracha. Et aujourd'hui, il est Rosh Kolel. Donc c'est sûr que quelque part, il a tout perdu. Mais les autres qui se moquaient de lui, parce qu'ils disaient, allez, arrête de faire le Hassid et tout, bon, bah eux, ils sont profs en CM2. Donc ils font de la discipline. David, range ton stylo, arrête de jouer avec tes boulettes. Tu vois la différence? Confirmation par texto, d'accord? Donc, c'est ça que je suis en train de vous dire. Que Baruch Hashem, vous êtes à Yerushalayim, avec le soleil de Yerushalayim,
dans un bâtiment magnifique qui coûte la Neshama ou de Rabbanim pour trouver l'argent pour le faire tourner, d'accord? Vous avez des Gmarottes imprimées au laser, alors qu'à l'époque, ils avaient un Pérec pour 10 élèves, du coup, ils étaient obligés d'apprendre à lire à l'envers pour pouvoir suivre le shiur. Ouais. Donc, Baruch Hashem, tout est bien. Le seul truc, c'est que, parce qu'il y en a, j'en parlais que d'un, parce qu'il y en a 6, c'est que vous devez juste avoir de l'ambition. Ouais. Et quand elle vient la proposition du Yetzirara, de traîner le soir, ou de jouer avec votre téléphone, ou de répondre à une notification, ou à un texto, et vous vous dites, mais et si ce texto, il me coûtait ma vie? Et si ce texto, il me coûtait mon ambition? Et si ces films que je vois, ils m'enlevaient ma kedusha, ils m'enlevaient ma volonté de devenir un Talmid Chacham? Parce que si vous devenez un Talmid Chacham, vous aurez toujours le choix de faire des choses faciles. Mais si vous devenez nul, vous n'aurez pas le choix de faire des choses difficiles, parce que vous en serez incapable. Donc c'est chaval de gaspiller tout ça, en fin de compte, pour rien. Parce que tu peux me dire quelqu'un qui a fini un film, ou qui a passé 3 heures à regarder des vidéos débiles sur Facebook, et qu'à la fin il a dit « Ah, j'ai gagné ma soirée ». Tu le connais celui-là, tu l'as rencontré? C'est normal, il n'existe pas. Voilà. Hazak Baruch.